Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui une introduction à l'étude du pare-feu Linux iptable. Notre présentation va s'articuler autour de 5 points. Premièrement, nous allons voir qu'est-ce que iptable. Ensuite, nous verrons le fonctionnement du pare-feu iptable. Je vous présenterai ensuite, dans le troisième point, l'architecture de démonstration avec laquelle nous allons travailler. Nous verrons ensuite les différents scénarios qui vont nous servir de test. Et enfin, nous passerons à la phase pratique de notre démonstration par la mise en œuvre du pare-feu iptable. iptable est un logiciel libre Linux grâce auquel l'administrateur système peut configurer les chaînes et règles dans le pare-feu NetFilter de Linux. Ce logiciel est implémenté par défaut dans presque toutes les distributions Linux, dont CentOS sur lequel nous allons travailler dans cette présentation. iptable est utilisé pour les paquets IPv4 et IP6stable pour IPv6. Fonctionnement de iptable. iptable permet de créer des tableaux contenant des chaînes. Les chaînes contiennent des règles de traitement des paquets IP. Chaque tableau est associé à un type de traitement de paquet. Les paquets suivent alors séquentiellement chaque règle des chaînes. Une règle dans une chaîne peut provoquer un saut à une autre chaîne. Chaque paquet réseau, entrant ou sortant, traverse donc au moins une chaîne. iptable utilise 5 chaînes prédéfinies que nous allons voir maintenant. La première chaîne, Prerouting. Cette chaîne est étroitement liée à Post-routing parce que ces deux chaînes sont utilisées lorsque iptable est configuré sur un serveur Linux qui joue le rôle d'un routeur. En ce moment, ce serveur possède deux interfaces. Prerouting est donc la chaîne dans laquelle les paquets entrent avant qu'une décision de routage soit prise. Après que la décision soit prise, les paquets vont passer à la chaîne post-routing. En ce moment, après leur passage dans post-routing, ils seront routés vers leur destination. Lorsque iptable n'est pas configuré sur un serveur qui joue le rôle d'un routeur, en ce moment, les 3 chaînes du milieu sont visibles. Il s'agit donc de input, qui permet d'analyser les paquets entrant sur le serveur, de forward, qui permet de passer les paquets d'une interface vers une autre, et enfin output, qui permet d'analyser les paquets sortant du serveur. Notre architecture est composée de 2 serveurs, un serveur Windows et un serveur Linux. Sur le serveur Linux, nous avons bien entendu installé Apache qui va nous servir de test, et sur le premier serveur, nous avons installé le DNS qui va nous permettre de résoudre les noms de domaine avec lesquels nous allons faire les tests. Alors, les 2 PC sont des PC Windows 10 qui vont nous servir de poste client pour nos tests sur le serveur Linux. iptable sera donc implémenté sur le serveur Linux et les 2 PC nous permettront d'exécuter des tests à chaque fois que nous allons franchir une étape de la configuration. Alors, il faut dire que cet environnement a été mis en place lors de la réalisation des vidéos VLI 006, configuration du serveur Apache HTTP Server sous Linux CentOS 7, et VLI 008, présentation des outils d'administration Linux WinSCP et PuTTY. Vous trouverez évidemment ces vidéos sur notre site web skills-technet.com. Alors, comment se présente l'environnement? L'environnement des tests a été donc déployé sous VMware Workstation. Nos 2 serveurs que nous venons donc de présenter dans le schéma d'architecture sont donc ici. Là, nous avons le serveur Linux CentOS. Ici, nous avons le serveur Windows 2012 R2 sur lequel nous avons déployé le système DNS.
Et ici, nous avons nos deux postes clients qui tournent sous Windows 10, sur lesquels nous avons installé WinSCP et PuTTY, que nous allons évidemment utiliser pour l'administration de notre serveur Apache. Notre présentation va s'articuler autour de 9 scénarios. Dans le premier scénario, nous allons arrêter le firewall par défaut de Linux CentOS 7 qui s'appelle FirewallD afin de déployer iptable. Dans le deuxième scénario, nous allons installer, activer et démarrer iptable. Dans le troisième scénario, nous allons afficher le statut de iptable pour voir s'il est démarré ou arrêté. Quatrièmement, nous allons interdire totalement l'accès au serveur web Apache. Dans le cinquième scénario, nous allons interdire les pings vers notre serveur Apache. Dans le sixième, nous allons interdire l'accès du PC2 au serveur Apache sur le port 80. Dans le septième scénario, nous allons interdire les accès SSH au serveur Apache à partir du PC1. Alors, il faut rappeler que SSH est le protocole utilisé par PuTTY pour accéder à notre serveur Apache. Nous allons donc dans iptable voir comment est-ce qu'on peut bloquer l'accès de SSH à un serveur Linux. Dans le huitième scénario, nous allons afficher la liste de toutes les règles iptable par numéro, justement pour vérifier qu'est-ce que nous avons implémenté dans notre pare-feu iptable. Et enfin, dans le dernier scénario, nous allons effacer les règles que nous avons créées dans les scénarios 7, 6 et 5 pour rétablir les accès par défaut au serveur Apache. Tous ces scénarios vont donc nous permettre de comprendre le fonctionnement de iptable sous Linux. Nous allons donc démarrer la phase pratique de notre présentation par le scénario numéro 1. Dans ce scénario, nous allons arrêter et désactiver FirewallD, le pare-feu par défaut de Linux CentOS. Les commandes sont donc les suivantes. Nous voici donc dans notre environnement de test. Le serveur sur lequel nous allons travailler, c'est donc le serveur CentOS 7 qui est ici. Mais grâce aux outils d'administration que nous avons vus dans la vidéo VLI 008, nous n'allons pas travailler directement sur le serveur. Nous allons le faire par l'intermédiaire du poste client Windows 10 sur lequel nous avons installé WinSCP et PuTTY. Je vais donc lancer PuTTY pour me connecter au serveur Apache. Voilà, je vais donc double-cliquer ici. Je vais m'authentifier. Voilà, je suis donc connecté sur mon serveur Apache pour exécuter le premier scénario. Je vais donc arrêter FirewallD par les commandes que nous avons vues précédemment. Je fais donc système ctl stop firewall d. Je fais entrer. Voilà, en ce moment précis, FirewallD est arrêté. Je vais maintenant le désactiver par la commande systemctl disable firewall d. Voilà. Et voilà.
Nous venons donc d'arrêter FirewallD et après l'avoir arrêté, nous l'avons désactivé afin de laisser la place à l'installation de iptable. Nous allons donc de ce fait passer au deuxième scénario. Dans le deuxième scénario, nous allons installer, activer et permettre à iptable de démarrer à chaque fois que le serveur Linux va redémarrer. Nous allons donc exécuter les 3 commandes que vous voyez en ce moment pour réaliser ce deuxième scénario. Nous retournons donc sur notre serveur Linux par l'intermédiaire du poste Windows 10 avec l'utilisation de PuTTY. Je vais donc effacer l'écran pour faire de la place. Et je vais maintenant installer iptable grâce à la première commande. La commande est donc yum install. Donc je fais yum install iptable avec s-service. Et je fais entrer. Et voilà, l'installation de iptable démarre donc. Je vous rappelle que ce scénario se déroule dans un environnement où toutes les machines qui participent à la réalisation de l'objectif sont connectées à Internet, principalement notre serveur Linux afin de télécharger et installer les paquetages. Alors, je réponds donc oui et je fais entrer. Donc voilà, téléchargement des paquetages, installation terminée. Alors, après l'installation, nous allons activer iptable. Je vais donc saisir la commande systemctl enable iptable.service. Voilà, iptable vient donc d'être activé, de telle sorte que à chaque fois que le serveur Linux va redémarrer, nous n'aurons plus besoin de démarrer iptable. Il démarrera automatiquement grâce à la commande que nous venons d'exécuter. Et enfin, pour terminer notre scénario, nous allons démarrer iptable. Je fais donc systemctl start iptable service. Alors, faites bien attention, iptable s'écrit toujours avec un S à la fin. Et je fais entrer. Voilà, iptable a bel et bien démarré. Nous venons donc de terminer notre deuxième scénario. Nous passons maintenant au troisième scénario. Dans le troisième scénario, nous allons afficher le statut de iptable pour vérifier qu'il a bel et bien démarré ou non. De toutes les façons, la commande statut va nous permettre de voir dans quel état se trouve notre processus iptable. Nous retournons donc sur notre serveur Apache par l'intermédiaire de PuTTY. Je vais effacer l'écran pour avoir plus de place avec la commande clear. Voilà. Et je vais exécuter la commande qui nous permet d'afficher le statut de iptable. C'est donc systemctl status iptable. Voilà. Donc, dès que je vois active en vert, c'est que iptable a démarré et il y a même un point vert dans la première ligne qui nous permet tout de suite, sans toutefois lire tout ce texte, de savoir que iptable a démarré. Voici donc les 3 indices, le point vert, active et puis OK, pour nous dire que notre pare-feu est prêt à être utilisé. Nous allons donc passer maintenant au scénario numéro 4.
Alors, dans ce scénario, nous allons interdire totalement l'accès au serveur Apache. Il y a des situations qui peuvent arriver dans lesquelles l'administrateur système a besoin d'interdire l'accès total à son serveur pour effectuer un certain nombre de diagnostics. En ce moment, il est obligé d'utiliser le pare-feu IP table pour interdire totalement l'accès à son serveur à moins de le déconnecter physiquement du réseau. Voici donc la commande qui va donc nous permettre d'isoler notre serveur de notre réseau. Avant donc d'isoler notre serveur, nous allons voir en quelques secondes dans quel état se trouve notre environnement avant l'isolement du serveur Apache. En effet, je suis capable de lancer mes 2 sites web qui sont hébergés sur mon serveur web Apache. Je lance donc mon navigateur et j'exécute le premier site qui est mon skills.com. Et voilà, le site s'affiche bel et bien. Le second, c'est mon technet.com. Voilà, il s'affiche. Je peux également faire un ping sur mon serveur 192.168.17.40. Voilà. Je peux également me connecter à mon serveur via PuTTY, ce qui est déjà le cas. Je peux aussi lancer WinSCP et me connecter à mon serveur. Voilà. Et voilà. Donc, toutes ces applications sont fonctionnelles à ce stade. Quand le serveur sera isolé, je ne pourrai plus exécuter aucune de toutes ces applications, ni à partir du PC1 ou du PC2. Je serai donc obligé de me rendre physiquement sur le serveur Apache pour effectuer des manipulations. Je vais donc exécuter cette commande à partir de PuTTY. Je lance donc IP table, toujours avec S, -P, output en majuscule et drop. Je fais entrer. Voilà. Dès que j'exécute, mon PuTTY donne l'impression d'être planté. Cela veut dire que j'ai été tout simplement éjecté du serveur. Donc, dans quelques secondes, vous verrez que PuTTY va mettre un message d'erreur qui me dit que j'ai été déconnecté du serveur. En attendant, je vais essayer donc un ping sur le serveur comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Voilà. Délai d'attente de la demande dépassé. Voilà. Le ping ne fonctionne plus. Je vais essayer d'ouvrir mon site web que j'ai ouvert tout à l'heure. Donc, mon skills. Voilà. Non, ça c'est une page qui se trouve dans le cache. Je vais actualiser. Et voilà. Désolé, nous ne pouvons atteindre cette page. Je vais également essayer d'ouvrir mon technet, qui est aussi une page hébergée sur mon serveur. Voilà, cette page est donc dans le cache. Je vais juste actualiser. Voilà, je ne peux plus accéder à mes 2 sites web. Je vais également voir ce qui se passe sur WinSCP. Voilà, je vais lancer WinSCP. Apache. Voilà, recherche de l'hôte. Donc, vous voyez que dès qu'il s'arrête ici, c'est que l'hôte n'est plus disponible. Voilà, donc, aucune de mes applications ne fonctionne parce que le serveur a été tout simplement isolé par la commande IP table. C'est donc une technique pour endiguer
une attaque qui peut provenir de l'extérieur pour limiter les dégâts. Pour rétablir la situation, nous serons donc obligés de repartir sur notre serveur Apache, mais physiquement. Alors, je me rends donc physiquement sur mon serveur Linux pour essayer de rétablir la situation. Je vais donc lancer le terminal. Voilà. Et je vais afficher les différentes lignes qui sont dans la configuration de mon IP table. Donc, je fais IP table -L. Tout est en minuscule, bien entendu. Voilà. Donc ici, dans la chaîne Output, je vois Drop. Je vais donc remettre à la place du Drop Accept, comme je le vois dans les autres chaînes, c'est-à-dire dans la chaîne Input et la chaîne Forward. Je vais donc saisir la commande iptable -p output accept en majuscule. Voilà. Je vais réafficher et là, à la place de drop, j'ai maintenant accept. Logiquement, toutes mes applications devaient recommencer à fonctionner. Je retourne donc sur mon poste Windows 10. Je vais réessayer la connexion avec WinSCP. Voilà, je suis connecté. Je vais relancer mon ping. Voilà, il fonctionne. Je vais tenter d'ouvrir mon site web en actualisant simplement. Voilà, il fonctionne. Je vais ouvrir le second site web. Donc, mon skills. Voilà. Et voilà. Mes deux sites web fonctionnent. Le ping fonctionne. WinSCP fonctionne. Et également, je vais voir ce que Putty donne. Donc, nouvelle session. Voilà. Je vais fermer celle qui est derrière. Voilà. Et voilà, je suis connecté à nouveau. Voilà, donc nous avons le résultat du scénario 4. Nous allons maintenant passer au 5e scénario. Dans le 5e scénario, nous allons maintenant interdire les pings vers notre serveur Apache. Voici donc la commande qu'il faut exécuter. Nous retournons donc sur notre PC à partir duquel nous administrons notre serveur Apache. Et là, je vais lancer un ping continu vers le serveur Apache. Voilà, je lance donc un ping continu pour pouvoir réaliser ce test. Et dans Putty, je vais exécuter ma commande d'interdiction de ping. Normalement, si la commande fonctionne, le ping que j'ai lancé en continu devrait s'arrêter. On y va donc. Je fais iptable -i input -j drop pour détruire tous les paquets vers mon serveur. -p pour dire protocole, donc le protocole c'est bien ICMP. Et le type de commande ICMP, donc ICMP c'est bien le type echo request, donc je fais -icmp type
echo request. Et je fais entrer. Je fais entrer. Et je vais voir l'état de mes pings. Et voilà. Délai d'attente dépassé. Les pings se sont donc arrêtés. Voilà. Donc, avec cette commande, vous avez la possibilité d'interdire totalement les pings vers votre serveur. Nous allons rétablir les pings simplement en supprimant cette ligne qui bloque les pings. Je vais donc retourner dans iptable en listant toutes les règles et en supprimant celles que je viens d'entrer. Je fais donc iptable -L en majuscule, -line, numbers. Alors, iptable est un pare-feu dont les commandes sont très simples. Je fais entrer, voilà. J'ai donc toutes les lignes. Et parmi toutes ces lignes, c'est celle-là qui bloque mon ping. On reconnaît bien drop, le protocole ICMP, et le type de commande ICMP, c'est echo request. Je vais donc supprimer cette ligne en tapant tout simplement iptable -D input en majuscule et je mets le numéro de la ligne et voilà. Je vais réafficher les lignes. Voilà, je vois bien que cette ligne a disparu et normalement mes pings devraient avoir repris. Voilà. Ce qui met donc fin au scénario numéro 5. Nous allons maintenant passer au scénario numéro 6. Alors, dans le scénario numéro 6, nous allons interdire l'accès du PC2 au serveur Apache. Voici donc la commande qui va nous permettre de faire cela en spécifiant simplement l'adresse IP de cette machine qui est 192.168.17.52. Donc, toutes les requêtes qui viendront de cette machine vers le port 80 seront donc rejetées. On ne pourra donc plus ouvrir mes deux sites web que j'ai hébergés sur mon serveur Apache à partir du PC2. Par contre, on pourra continuer à les consulter à partir du PC1. C'est donc une commande qui vous permet de prendre des mesures de sécurité lorsque vous sentez que votre site web est attaqué à partir d'une certaine adresse. Vous pouvez bloquer littéralement cette adresse-là dans votre iptable. Nous sommes donc ici sur le PC2. Voici le PC1. Donc, je vais essayer d'ouvrir mes deux sites web avant l'exécution de la commande. Je fais donc mon skills, mon technet, voilà. Le site mon technet s'ouvre. Monskills.com, voilà, le site monskills.com s'ouvre. Mes deux sites web sont donc opérationnels. Je peux également les consulter à partir du PC1. Voilà. Monskills, il s'ouvre. Mon technet s'ouvre. Je vais maintenant lancer mon PuTTY, faire un clear pour faire de la place et puis exécuter ma commande d'interdiction. Donc, ça commence toujours par iptable -i input -m en minuscule state -state new. Je vais préciser
Le protocole, c'est donc TCP, le port avec la directive des ports 80, et je vais préciser l'adresse IP de la machine que je veux interdire, 192.168.17.52, J en minuscule, et je fais reject. Je fais entrer. J'ai donc une erreur que je vais rapidement corriger. Voilà. Et voilà. Je vais retourner maintenant sur mon PC2 et exécuter mes tests. Alors, je vais lancer mon navigateur et essayer d'ouvrir mon site web, mon TechNet. Voilà, il lance toujours la première page qui se trouve dans le cache. Je vais actualiser. Et voilà, ça ne fonctionne pas. Je vais également aller sur mon skills. Je vais actualiser. Voilà, les deux sites web sont donc bloqués. Par contre, je peux faire des pings. Voilà, je fais un ping. 192.168.17.40. Voilà, le ping fonctionne. Je peux même me permettre un WinSCP. Voilà. Voilà, WinSCP fonctionne. Je suis connecté au serveur Apache. Donc, je viens d'interdire l'accès au PC2 à mes sites web. Par contre, sur le PC1, je suis capable, voilà, d'ouvrir ces sites. Voilà, mon skills, je vais actualiser. Voilà, il s'ouvre toujours. Mon TechNet. Voilà, je vais actualiser. Il s'ouvre toujours. Voilà. Cette commande nous permet donc d'interdire l'accès à une machine vers notre serveur Apache ou n'importe quel autre serveur Linux sur lequel nous déployons iptable. Nous allons maintenant passer au scénario numéro 7. Alors, dans le scénario numéro 7, nous allons interdire l'accès du PC2 au serveur Apache via SSH. SSH est donc le port utilisé par PuTTY et dès que nous allons interdire l'accès via SSH, nous verrons que toutes les autres applications vont fonctionner sauf PuTTY. Voici donc la commande que nous allons exécuter pour réaliser cet objectif. Nous retournons donc sur notre PuTTY et je vais simplement rappeler cette commande parce que c'est exactement la même commande. Tout ce que je vais faire, c'est juste de remplacer le port par 22 et je fais entrer. Et je vais fermer PuTTY et essayer de l'ouvrir à partir donc du PC2. Je vais donc lancer PuTTY à partir du PC2 et ici mettre l'adresse IP du serveur Apache. Je fais Open. Et voilà. Vous voyez que PuTTY est bien bloqué à cause de la règle que nous avons définie. Nous allons maintenant passer au scénario numéro 8. Alors, dans ce scénario, nous allons apprendre à afficher les lignes qui se trouvent dans iptable
pour vérifier la configuration que nous faisons au fur et à mesure que nous avançons. Cette commande va également nous permettre de recenser des lignes que nous voulons supprimer dans iptable. Je retourne donc sur mon PC Windows 10 et dans mon PuTTY, je vais donc saisir la commande iptable, toujours avec S, -L, espace, -2 fois, line, en minuscule, tiret, numbers, avec S. Et voilà. Donc, c'est cette commande qui nous permet de lister toutes les lignes qui se trouvent dans iptable afin de repérer les lignes sur lesquelles nous voulons travailler. Donc, voici les deux lignes qui nous ont permis de bloquer l'accès à SSH et HTTP. Voici donc la commande qui permet d'afficher toutes les lignes dans iptable, quel que soit le nombre de lignes. Et ces lignes sont bien numérotées. Nous le voyons ici à l'extrême gauche de notre tableau où c'est écrit num. Voilà, chaque ligne porte un numéro. Cela vous permet de repérer le numéro ou les numéros que vous voulez supprimer. Nous passons maintenant au scénario numéro 9. Voilà, dans ce scénario, nous allons apprendre à effacer les règles à partir de leur numéro. Donc ici, nous allons supprimer les règles qui nous bloquent l'accès au site web via le port 80 et qui bloquent également l'accès à SSH à partir du PC2. Le ping ayant été déjà rétabli dans les scénarios précédents, nous allons donc ici nous limiter à rétablir le scénario numéro 7 et 6 en supprimant les règles qui bloquent HTTP et SSH. Voilà, je retourne donc sur mon poste Windows 10 avec mon PuTTY et par la commande de listing des numéros, je repère donc les deux numéros 1 et 2 que je vais supprimer par la commande iptable-d input. Donc, je fais iptable, toujours avec S, -d en majuscule, input parce que justement, ces règles se trouvent dans la chaîne input. Donc, je fais input et je mets le numéro de la ligne que je veux supprimer. Donc, numéro 1, voilà, numéro 1 vient d'être supprimé. Je peux lister les lignes et je vois que au 1, il n'y a plus qu'une seule ligne, alors qu'auparavant, on en avait deux. Je vais rappeler la commande et supprimer encore le numéro 1 parce que là, je n'ai plus qu'une seule ligne qui porte le numéro 1 et qui est également la deuxième règle. Donc, je fais Entrée. Je vais faire un Clear pour faire un peu de place. Et je vais lister encore mes lignes. Et voilà, je vois bien que les deux règles ont disparu. Donc, logiquement, je devrais pouvoir accéder via SSH à partir de mon PC2 au serveur Apache. Je vais donc sur mon PC2. Voilà. Je vais faire un ping. Voilà, le ping fonctionne. Je vais lancer mon PuTTY. Là, je mets l'adresse IP de mon serveur. 1740. Je fais entrer. Voilà. Je peux mettre root. Je mets le password. Et voilà. Je suis bel et bien connecté. Je peux également lancer une SCP. Voilà, je suis également connecté. Tout est donc fonctionnel sur le PC2. Je peux également ouvrir mes pages web. Donc, mon TechNet. Voilà. J'actualise, ça fonctionne. Mon Skills, voilà, il s'affiche. J'actualise. Voilà. Tout est donc fonctionnel sur le PC2. Toutes les règles ont été rétablies. Notre pare-feu fonctionne à nouveau à merveille. Ceci met fin à notre présentation.
Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.